Le sujet dont nous allons parler ce soir a pris son temps pour s'exprimer. 37 ans en vérité. Euh, Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Peut-être parce qu'en fait, il fallait que tout ça prenne justement son temps pour croître et que peut-être le contexte est plus que jamais nécessaire et préparé à ce que nous allons évoquer. Bon, nous vivons dans un monde qui, ça n'échappe à personne, un monde tailladé de divisions, d'oppositions, de clivages. Et tous ces éléments qui nous divisent, en fait, partagent la même origine. Cette origine, c'est la peur. Alors, moi, pour vous présenter à moi, j'ai 63 ans, j'ai quatre enfants, une petite fille désormais aussi. Euh, J'avais le choix finalement. Est-ce que je m'engageais pour lutter contre ces peurs, lutter contre les divisions, ou plutôt s'engager pour ce qui nous relie, pour ce qui nous unit? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cet échange que nous avons aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous relie vraiment? Alors, la réponse à cette question, elle peut être diverse. Ça peut être ce que nous faisons, ce que nous possédons, ce que nous croyons. Mais en fait, le récit que nous allons partager, le mien et celui de Valérie ce soir, c'est celui d'une source, c'est celui d'une conviction. C'est qu'en fait, ce qui nous relie se trouve ailleurs. Ça se trouve dans ce que nous avons traversé, dans l'expression de moments de bascule, ces moments d'entre-deux. Alors, comment j'en suis arrivé là? Pourquoi et comment penser que l'expression de ces moments de bascule peut nous aider à dépasser nos peurs? Ça va être en fait le sujet de cet échange de ce soir. Et autant Valérie que moi, nous vous préparerons, nous avons préparé, pardon, nous vous présenterons en fait la description de moments de bascule. Alors, je vais commencer par moi, ce qui est peut-être incorrect, mais en fait, ça permet de mieux comprendre ce qu'il s'est, enfin, toute la genèse de ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, mon moment de traversée, mon moment de bascule, je l'ai vécu, j'avais 26 ans. Donc, c'est pas tout jeune, effectivement, ça remonte à 37 ans. Euh, je vous demande de faire un petit effort de visualisation. Nous sommes en janvier 89. Je suis à cette époque jeune ingénieur. Je venais de terminer mes études d'ingénieur et je travaillais, je construisais des ponts. C'était mon premier métier. Et j'étais sur un chantier. Et ce qu'il faut bien comprendre, peut-être encore revenir de façon antérieure, c'est que depuis l'âge de 5 ans, je souffrais d'une maladie pulmonaire qui m'empêchait d'aller vite, en fait. Tout ce que je faisais, je le faisais au ralenti. Ça ne m'avait pas empêché de faire mes études, ça ne m'avait pas empêché euh, d'évoluer, mais néanmoins, j'avais une forme de handicap, si j'ose dire. Et en fait, j'avais une sensibilité pulmonaire très forte, et ce jour-là, mes poumons m'ont rappelé à l'ordre, si je puis dire, en ce sens qu'ils ont arrêté de fonctionner brutalement. J'ai perdu connaissance. La rupture de souffle, réellement la coupure immédiate, et donc le corps qui tombe, le choc de ma tête sur des escaliers en béton, et puis le souvenir finalement de plus rien. Pendant quelques secondes, plus rien. Et très vite, en fait, je prends conscience que des gens s'activent autour de moi, que très curieusement, je me vois de l'extérieur de moi. Je suis au-dessus de mon corps, je vois la scène qui se réalise devant mes yeux, comme un film finalement. Et je m'engage en fait dans un passage. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces témoignages qui font état de tunnels avec une lumière à l'extrémité. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Et je me retrouve dans cette lumière, je dirais, dans un territoire que je ne connaissais absolument pas, un ailleurs. Et cette lumière, en fait, elle est très particulière puisqu'elle est palpable. Et très vite, en fait, je me rends compte que cette lumière, on peut lui donner un nom,
Cette lumière s'appelle de l'amour. De l'amour, alors un peu particulier, on y reviendra tout à l'heure. Et très vite, à ce moment-là, en fait, je suis accueilli. Je suis accueilli par quatre formes humaines, pour employer des termes simples. Et ces quatre formes vont discuter avec moi. Et dans l'expérience que j'ai vécue, il s'agit de l'expérience d'un échange, en fait, entre quatre personnes et moi. Enfin, moi, le moi étant ce qu'il est dans cet état-là. Et la première chose enfin, je pose finalement quelques questions. La première chose que je demande, c'est, mais est-ce cela la mort finalement? Où suis-je? Est-ce que c'est cela? Et on me dit, non, non, la mort est derrière toi. La mort, en fait, est un événement très fugace. C'est juste le contraire de la naissance. La mort n'est en aucun cas le contraire de la vie. La vie continue. Et en effet, ce que je ressentais autour de moi, c'était une forme de vie qui n'avait rien à voir avec celle que nous pouvons connaître, bien évidemment. Mais j'avais le sentiment d'être dans une continuité de quelque chose. Alors, sous une forme tout à fait particulière, naturellement, mais j'étais dans une continuité. Et à partir de là, je pose une autre question, c'est de savoir où suis-je finalement? Ça peut paraître idiot, mais j'avais envie de savoir où j'étais. Et on me dit, en fait, tu es dans un lieu, la notion de lieu avait plus beaucoup de sens en fait, mais ce qu'on me dit, c'est que tu es dans un lieu que tu peux appeler un grenier en fait. Un grenier où tu viens déposer tout l'amour que tu as donné, que tu as reçu dans ta vie. Et donc, quelque part, cette lumière un peu bleutée que j'avais, que je ressentais finalement très vite comme étant de l'amour, je me suis rendu compte qu'il s'agissait tout simplement du réceptacle de tout l'amour que les gens qui étaient passés par là avaient donné et reçu. En fait. C'était donc un grenier d'amour. Et on me dit très bien que l'amour qui est là, l'amour ne disparaît pas, il est toujours là. Par contre, il ne se reproduit pas. C'est uniquement dans la vie physique qu'il se reproduit, par les enfants en particulier, mais pas que. Et que c'est ce qui donnait un sens à la vie, en vérité, c'est que vous venez déposer vos bagages, vos valises d'amour, et ensuite bah, vous repartez pour en recréer dans la vie physique. Donc ça, c'est quand même une vision des choses qui est tout à fait particulière. Et je dois dire que je me sentais très bien. Parce qu'en fait, la question qui est venue juste après, c'était la question finalement que j'aurais peut-être, je n'aurais pas voulu aimer entendre, mais je l'ai entendu. On m'a posé la question à savoir, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et derrière cette question toute simple, il y avait un choix qui était encore plus simple, c'est-à-dire rester ou rentrer. Et je dois dire que j'ai longuement hésité. Parce que finalement, là où j'étais, je n'avais pas beaucoup de raisons de rentrer là d'où je venais. Donc, peu importe. Euh, on me dit, tu as le choix. Donc, il s'agit bien d'un choix. Il n'y a absolument rien d'arbitraire là-dedans. Et si tu choisis de rentrer, et je répète bien, si tu choisis de rentrer, ce sera pour dire à l'humanité de cesser d'obéir à la peur. Donc voilà pourquoi l'histoire de peur à 37 ans d'âge, si je puis dire chez moi. Et là, ben, je prends une décision dont je suis incapable de dire si elle a été justifiée, calculée ou quoi que ce soit. Non, je choisis de rentrer. Voilà. Et donc je choisis de rentrer. Et finalement, le seul bagage que j'emmène de cette expérience, c'est une phrase que j'ai écrite dès que j'ai pu l'écrire sur un bout de papier quand je suis revenu, et qui fait en fait aujourd'hui l'objet de mon quotidien, c'est que seul le courant de l'amour circule à travers le cordon de la mort. C'est-à-dire que si je devais employer une image aujourd'hui, je le fais parfois en conférence, pour donner une image de la mort, euh, j'emploie une image qui est assez simple finalement, qui est celle d'un filtre à café. C'est-à-dire que vous venez avec tout ce que vous avez fait dans votre vie dans ce filtre à café, et à travers ce filtre ne passe que l'amour que vous avez donné ou reçu. Donc voilà, je rentre avec ça, et je dois dire que si décider de rentrer, c'est une chose, atterrir en est une autre. Bon, on n'a pas beaucoup de temps ici d'en parler, mais atterrir dans mon corps était quand même quelque chose qui était douloureux, enfin plus que douloureux, et dont les séquelles, certaines me suivent encore aujourd'hui.
Et ce qui était surtout impressionnant, c'était l'incertitude dans le regard des médecins, puisque personne ne savait dans quel état j'étais. Et pour les médecins, c'était également pas très facile, parce que j'ai appris après coup que quelques jours avant, ils avaient annoncé à mes parents mon décès. Donc, il y avait une certaine forme de remise en question. Et Christian, finalement, bah, en fait, ce que tu viens de décrire là, si j'ai bien compris, tu as vécu une expérience de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, Ouais, c'est tout à vraiment, fait ça. par ça. Ah, C'était c'est ça, tout hein. à fait ça. Et bien évidemment, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça au départ, puisqu'il faut rappeler, on est en 89, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de... Donc, autant les souvenirs restent tout à fait clairs, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Tous les gens qui ont vécu ce genre d'expérience ont une mémoire très, très nette de ça. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est une amie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on revient avec ça, finalement? Et ce que je veux dire, c'est que quand je me suis réveillé, donc en salle de réanimation, après 12 jours de coma, euh, rien autour de moi était différent. Mais en moi, tout était différent. Et la première chose qui était différente, c'était certainement la plus extraordinaire et encore un peu la plus inexpliquée aujourd'hui, c'est que la maladie pulmonaire que je traînais depuis plus de 20 ans, enfin depuis, oui, depuis 20 ans, avait totalement disparu. C'est-à-dire, tout ce que je ne pouvais plus faire, désormais, je pouvais le faire. Donc, bien évidemment, c'est là où dès que j'ai pu le faire, dès que mon état physique me l'a permis, ben, j'ai décidé de vivre. J'avais 26 ans. Euh, j'ai continué mon métier d'ingénieur pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis devenu entrepreneur. J'ai créé plusieurs entreprises. Puis surtout, j'ai créé une famille avec 4 enfants. Et donc, j'ai vécu intensément. Et donc, ce souvenir de Amy, bah, oui, progressivement, j'ai entendu parler de ça autour de moi, j'ai écouté des personnes, j'ai lu bien sûr beaucoup. Mais je dois dire une chose, c'est que dans beaucoup de récits, on a une dimension parfois un peu mystique, parfois un peu ésotérique. Euh, Moi, j'ai tendance à dire que ce phénomène n'a rien d'exceptionnel en vérité. Alors aujourd'hui, il touche 5% des gens uniquement, mais il n'a rien d'exceptionnel en ce sens que je considère que ce que j'ai vécu, c'était une plongée au plus profond de moi. C'est-à-dire que cette EMI, c'était en quelque sorte un voile qui est tombé, un voile qui a dévoilé, si je puis dire, quelque chose que nous avons tous en nous. Si je devais employer une autre image, c'est de considérer que cette EMI, si vous voulez, ce sont deux portes battantes, vous voyez, enfin une porte à deux battants, et dans cette porte, en fait, l'une représente l'ego, l'autre le mental, et finalement elle s'ouvre, et ce que l'on voit derrière, c'est son soi profond. Et finalement, c'est un contact, quand je parle de cet amour, que j'aime écrire avec un A et un accent circonflexe, en rappelant que pour moi, cet amour-là, c'est la sève de l'âme, en fait. Euh, on en est arrivé à imaginer, à se dire que finalement, ce que j'ai touché, c'est pas autre chose qu'un courant d'amour, ce que nous avons tous au plus profond de nous. Alors, bon, je suis de formation scientifique, donc forcément très pragmatique. J'ai pendant longtemps cherché à analyser, comprendre les choses. Euh, et puis, une fois, je suis tombé sur une citation, enfin, sur un biologiste que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Richard Dawkins, qui a dit quelque chose d'intéressant, et qui a dit que finalement, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les études génétiques, et qui a écrit notre corps, finalement, c'est un véhicule créé par nos gènes pour assurer leur propre survie. Et j'aime bien cette façon, euh, comment dirais-je, euh, de dire que nous ne sommes pas de la matière avec quelque chose qui peut-être vibre au fond de nous, on lui donne le nom qu'on veut, de l'âme, une psyché, une conscience, qu'en fait, à la base, nous sommes de l'information. Et que cette information, pour perdurer, bah, elle a, au cours de l'évolution de tous les êtres vivants, constitué les corps que nous sommes, et nous, humains, parce que bah, nous avons une capacité cérébrale un peu différente des autres vivants, on a déployé d'autres choses. Et donc, finalement, c'est intéressant de se dire que nous sommes de l'information et
quand on a vécu une expérience comme celle que je viens de vous décrire, bah, finalement, on a replongé dans cette opération, dans cette expérience de l'information, ce qui est le plus profond de ce que nous sommes. Donc j'ai fait une plongée, moi je considère que je ne suis pas allé dans un au-delà, je suis allé dans un au-dedans, en fait, et c'est ça qui, à mon sens, fait beaucoup de différence. Alors à partir de là, euh, justement, les EMI, c'est un terme qui catégorise beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais un regard, effectivement, à travers de mon expérience, de mon activité professionnelle aussi, que finalement nous traversions tous, enfin, nous avions tous été confrontés à des traversées. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, une séparation, ça peut être un accident, mais ça peut aussi être un événement heureux. Et que finalement, Christian, en fait, ce que tu viens de décrire là, c'est des moments de vie ordinaires, entre guillemets, mais finalement qui nous font avoir un regard très différent sur la vie après. Enfin, c'est un peu ça que voilà. tu nous... Et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'en fait, ces moments de bascule, euh, on peut les exprimer au travers d'expériences tout à fait ordinaires. Alors effectivement, une expérience de mort imminente, c'est quelque chose qui est un peu extrême, mais c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces expériences, tous ces moments d'entre-deux, ben, moi, j'ai choisi de les rebaptiser en fait en les appelant des expériences de moments intermédiaires, c'est-à-dire des expériences où l'avant et l'après ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire on quitte quelque chose que l'on connaît vers quelque chose qu'on ignore totalement. Alors, ce que j'aime bien dans cette expérience des moments intermédiaires, bien évidemment, c'est que les initiales sont aussi des EMI. Voilà. Donc T'as j'aime rebaptisé le MI, quoi. rebaptiser, élargi, en fait, tout simplement aussi pour dire que c'est quelque chose de tout à fait ordinaire en vérité. Et que s'il n'y a que 5% des personnes qui ont vécu juste enfin, une EMI, euh, il y a 100% des gens qui ont vécu des expériences de moments intermédiaires. Je ne connais personne qui n'ait pas vécu un moment de bascule dans sa vie, en fait. Alors de ça, bien évidemment, j'ai commencé à en parler, j'ai fait des conférences après avoir effectivement rencontré différents publics. Et je dois dire il y a une conférence en particulier, il y a un peu plus d'un an, et je sais, enfin, j'ai vu passer quelques noms de gens qui assistaient à cette conférence. C'était à Lausanne, en Suisse. Je faisais mon intervention pendant 1 heure et habituellement, bah, les questions durent un quart d'heure, une demi-heure. Et ce soir-là, en fait, les questions, enfin, je dirais, l'après de mon intervention a été bien plus long que mon intervention. Et j'ai compris et j'ai découvert que dans le public, les gens échangeaient entre eux leurs propres expériences d'entre deux, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à, à m'intéresser, à essayer d'interviewer des personnes sur l'expérience de l'entre-deux, quelle que soit l'expérience vécue. Et puis lors de l'une de ces conférences, c'était à Lille, ben, il y a une personne qui est venue me voir à l'issue de cette conférence. Cette personne s'appelait Valérie. Et Valérie avait montré son intérêt pour ce que je venais de raconter, en fait. Voilà, on a échangé et puis on s'est perdu de vue. Et ben, Valérie, je pense que ce serait pas mal que tu racontes ce qui s'est passé après notre entrevue. Là, je te Ben laisse. oui, en effet. En effet, on s'est rencontrés il y a à peu près un an et demi. C'était à Lille et c'était dans un salon professionnel, en fait, avec des dirigeants, des managers, des personnes, voilà, des RH, etc. Et puis, il y avait une conférence sur le temps et c'était toi qui l'animais. Et donc, tu y as notamment évoqué ton expérience que tu viens de nous raconter. Et moi, ça m'avait plutôt surprise parce que je me suis dit, c'est impressionnant parce que cette personne-là, elle est capable d'oser aborder un sujet plutôt quand même très intime et très personnel au milieu de plein de personnes, surtout dans un milieu professionnel. Et je me suis dit, ça, c'est très inspirant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Enfin, voilà, en tout cas, c'était quelque chose qui m'inspirait. Et donc, on avait eu quelques échanges comme ça, et puis on s'est perdu quelques temps. Euh, Moi, je vis dans les Hauts-de-France. Et
puis j'ai fait 25 ans de carrière dans une grande institution. Puis j'ai choisi de me reconvertir pour mettre mes compétences au service de l'humain. J'ai créé ma société d'accompagnement en octobre 2024 et je suis coach de vie et facilitatrice aujourd'hui. Et, euh, et Christian, on s'est rencontrés donc en novembre 2024, à peine un mois après ma création. Et en fait, 2 mois après le lancement de mes nouvelles activités, on me diagnostique un cancer du sein. Et je subis une mastectomie totale du sein en janvier 2025. Au départ, c'est un peu l'effondrement, un peu comme chacun peut l'imaginer, avec des questionnements notamment. Le pourquoi moi, le pourquoi maintenant alors que je viens de lancer mes activités. Voilà, bon, c'était assez, les questions assez basiques. Et puis en fait, très très vite, j'ai ressenti que cette opération, j'allais la vivre comme une évidence. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est comme si, de façon inconsciente, il fallait que je vive cette épreuve pour apprendre quelque chose, pour dévoiler qui j'étais vraiment. Mais c'était complètement inconscient. Alors pour moi, il a été important de me préparer à cette opération, pour l'accueillir et puis pour l'accepter, notamment sur le plan physique, puis sur le plan énergétique, et puis sur un plan que je pourrais appeler plus globalement spirituel. Et puis, dans plusieurs choses que j'ai appris ces dernières années, c'est que je me suis formée, j'ai appris l'influence que peuvent avoir les liens transgénérationnels sur notre propre vie. Et puis, j'ai repensé du coup à ma grand-mère paternelle qui est décédée il y a plus de 22 ans maintenant et qui est décédée d'un cancer du sein. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Et j'ai voulu aller creuser. Inconsciemment, je sais pas, je sentais qu'elle pouvait peut-être m'aider. Mais bon, comment faire? Très clairement, elle était décédée. J'ai pas de pouvoir d'entrer en communication avec des défunts. Euh, et puis voilà, je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer quand même. Et puis, bah, j'ai effectivement tenté une fois, 2 fois, 3 fois de renouer avec elle, euh, par simplement de la pratique de méditation ou en pensant fortement à elle. Enfin, voilà. Je sais même pas très concrètement comment j'ai réussi. Et puis un jour, au bout de la troisième tentative, j'entends des mots, je perçois des sensations, et puis mon esprit reçoit comme instinctivement des informations. Et pendant 2 à 3 mois, elle m'a accompagnée comme ça, pendant quelques temps de connexion, et elle m'a apporté des clés de lecture sur ma propre vie. Elle m'a aussi partagé un peu de son histoire, euh, forcément celle que je ne connaissais pas. Et elle m'a ainsi ouvert à une autre dimension, faite d'enseignements, de signes, et puis bah, de croyance en quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et puis, quelques jours avant l'opération, j'ai senti que je ne reviendrais pas. C'est comme si je sentais que j'allais pas me réveiller après l'anesthésie. Pourtant, c'est quand même relativement une opération assez banale. C'était surprenant, mais ça ne m'effrayait pas. Je commençais même à réfléchir à l'après. Qu'est-ce que je vais faire pour mes filles? Comment ça va se passer pour mon compagnon? Enfin bref, voilà, des trucs très pratico-pratiques, mais voilà, qui commençaient à travailler mon esprit. Et j'ai rapidement senti que je vivais ces jours juste avant l'opération, un peu comme une sorte d'entre-deux, celle dont tu as parlé tout à l'heure, Christian. Mais ici sur Terre, je n'avais pas peur de la mort, mais je m'interrogeais beaucoup sur la vie et sur ma vie. Euh, Est-ce que j'avais encore quelque chose à faire ici sur Terre? Bon, certains qui assistent peut-être ce soir pensent que oui, mais voilà, c'est des questions que je me suis posées. Est-ce que j'ai encore quelque chose à transmettre ou est-ce que j'ai quelque chose à créer, à bâtir? Et en fait, grâce à un dernier contact avec ma grand-mère, j'ai compris alors que la mort, un peu comme toi, Christian, c'est pas une fin, mais c'est une étape.
Euh, et j'ai compris à ce moment-là que j'avais moi aussi le choix, soit de partir, soit de rester. Un peu comme effectivement ces personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mais moi j'étais encore bien vivante, bien sur Terre, et j'ai passé ce moment d'entre-deux. C'était pas simple, parce qu'autour de moi, bah, il y avait des personnes que j'aimais beaucoup, et en même temps, c'était finalement comme un choix, si je reste, si je reste, mais probablement différemment. Un peu comme quand toi, tu as décidé de revenir, Christian, finalement, et tu te dis, oh bah oui, mais bon, finalement, mon corps, il souffre encore. Eh ben moi, je savais que j'allais forcément vivre quelque chose de pas forcément évident, peut-être en choisissant de rester. Et ben forcément, vous le voyez ce soir, j'ai choisi la vie, d'abord pour moi, et puis pour mes filles et mon compagnon, bien sûr. Et puis aussi parce que je sentais que j'avais encore beaucoup à transmettre. Dès lors que j'ai fait ce choix, j'ai vécu une période avant et post-opératoire, un peu comme un passage initiatique, bien plus que médical d'ailleurs. Certaines croyances ou peurs ont complètement lâché, notamment l'illusion de la maîtrise. Je devais accepter de ne plus tout maîtriser. Bah oui, parce que mine de rien, bah, juste avant de partir au bloc, je savais quand même pas si j'allais revenir, même si j'avais décidé de choisir la vie. Je savais pas ce que l'univers allait me réserver quand même. Et puis, ça m'a permis d'accueillir aussi beaucoup de liberté intérieure. Voilà, ça ouvre beaucoup plus d'espace. Toutes ces... Ouais, Christian? Non, non, mais je te laisse continuer parce qu'effectivement, c'est la première fois que j'ai entendu ça, enfin, que j'ai entendu tes mots, j'avais envie d'entendre la suite, effectivement, parce que c'était vraiment trop fort. Donc voilà, donc bah, effectivement, après l'opération, tout se passe bien, mais c'est un long moment de reconstruction quand même, parce que c'est beaucoup de travail sur soi intérieur. Et de cette expérience a émergé des choses absolument extraordinaires. Euh, alors, une première chose qui peut paraître bizarre, qui est peut-être un peu typiquement féminin, mais en tout cas, c'est une nouvelle relation à mon corps, à ma féminité, puisque la cicatrice que je porte aujourd'hui, c'est pas une perte, c'est juste une ouverture qui révèle plus de douceur et d'amour envers moi-même. Et ça, un petit salut spécifique à quelqu'un qui nous regarde ce soir pour ces merveilleux mots qu'elle a su me lancer à un moment donné. Et puis, comme s'il fallait aussi que quelque chose d'ancien parte pour laisser quelque chose de nouveau apparaître. Et puis aujourd'hui, bah, quand je me regarde dans une glace, bah, je me trouve belle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Une autre chose aussi qui est née de cette expérience, c'est la profondeur spirituelle et créative que j'ai depuis. Cette expérience, elle m'a permis de dévoiler des capacités, des connexions avec l'invisible, des perceptions, des ressentis, beaucoup plus que ce que j'avais avant. Et puis, j'ose aussi révéler plus de créativité, notamment artistique. Pour ceux qui me connaissent d'un peu plus longtemps, c'est pas forcément ce que j'avais avant. Et puis, j'ose beaucoup plus de choses, notamment des projets, par exemple comme ce soir, parler devant vous, d'une part. Et puis, l'écriture, par exemple, d'un livre photo qui est en cours et dont j'aurais été absolument incapable avant. Évidemment, sur le plan professionnel, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Mes accompagnements, aujourd'hui, ils ont gagné en profondeur. J'amène vraiment les gens à aller travailler, à les connecter avec leur cœur, à donner sens aux épreuves de leur vie. Et puis, voilà, à essayer de les voir comme un chemin d'apprentissage vers l'amour, comme tu disais, cette espèce d'amour, de lumière que l'on découvre là-haut. Et puis bah forcément, le regard sur le monde, il a changé parce que bah, même pas malgré tout ce qu'on peut vivre en ce moment, avec des situations de crise particulières, des peurs, je crois profondément en la capacité de l'humanité
à sortir de ça, à renaître, mais par sa propre lumière intérieure. Tu disais tout à l'heure, Christian, que t'as pas été appelé par un canal de lumière, mais plus à aller en profondeur de toi, de plonger à l'intérieur. Moi, je crois vraiment en cette capacité de chaque humain d'aller plonger à l'intérieur de soi. Voilà. Et donc, merci Christian de m'avoir permis de faire ces petits dépôts d'interviews comme un certain nombre de personnes ont pu le faire. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça mène à un petit livret comme ça que j'ai pu faire. Et Et on va ben, en fait, retrouver ça. en déposant un récit auprès de toi, euh, Ah, mais bon. ouais, on a une jolie chose ensuite. Écoute Valérie, merci beaucoup parce que bon, là, tu as fait en quelques minutes ton, ton témoignage, mais pour l'avoir recueilli, je sais que c'était pas aussi simple que ça et que ça a demandé. En fait, voilà, ces témoignages, en vérité, ils sont très faciles, mais ils sont pas simples du tout à pouvoir poser. Voilà. Et tu l'as fait, et je dois dire que ton témoignage a été un des premiers, puisque aujourd'hui, euh, j'ai dû recueillir à peu près une centaine de témoignages comme celui de Valérie, donc de nature tout à fait différente. Et très vite, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce patrimoine humain finalement, ces récits humains? Et j'ai remarqué d'abord deux choses. C'est que dans tous ces reports, dans tous ces témoignages, euh, on parle une langue universelle. En fait, toutes ces expériences d'entre deux parlent la même langue, quelque chose qui est souvent silencieux, qui est gardé bien à l'abri, mais qui finalement est compréhensible par tout le monde. Et donc, on parle là une langue universelle. Je ne vais pas lui donner de nom, je n'en ai pas d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, ça dépasse tous les clivages. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose que j'ai vraiment ressentie au travers de toutes les interviews, c'est qu'elles commencent toutes par des traversées solitaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très intime, dont on pense être peut-être les seuls à avoir vécu ça. Mais en fait, elles sont solitaires non pas parce qu'elles sont exceptionnelles, mais finalement parce qu'elles ne trouvent pas d'espace pour être posées, pour être reconnues, pour être écoutées. Et donc ça, bah, finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire maintenant que j'essaie de faire, en tout cas depuis plusieurs années désormais, c'est finalement de se dire qu'est-ce que sont ces récits en fait. Et en écoutant cette centaine de récits que j'ai recueillis, et donc sur des aspects euh, de cultures différentes, de religions différentes, de langues différentes, bien évidemment, en fait, chacun de ces récits m'a fait penser en fait à un arbre. Un arbre, et que cet ensemble d'arbres en fait constitue bah, tout simplement ce que j'ai, alors pompeusement, mais en tout cas pour moi justement appelé la forêt de l'humanité. En fait, chaque témoignage constitue un arbre de la forêt de l'humanité. Mais cette forêt, en fait, elle est très particulière, c'est-à-dire ce n'est pas des arbres qui poussent, ce sont des arbres qui se dévoilent. En fait, les choses sont déjà là, elles ont été vécues. On ne crée rien, en fait, on ne fait qu'aller rechercher dans le vécu. Et chaque récit, en fait, bah, est un arbre qui se révèle et il ne crée pas la forêt, il la rend simplement visible. Ce que je veux dire par là, c'est que cette forêt, ce groupe de témoignages n'est pas une communauté à laquelle on déciderait d'appartenir, mais en fait, c'est une cartographie vivante de traversées humaines. Et ces traversées, elles se reconnaissent. Elle est là. Il faut simplement, effectivement, permettre de projeter un regard sur elle. Alors, comment faire? Parce que finalement, ce portage aujourd'hui cet accueil de témoignages, bah, c'est ma vie. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent aussi que c'est une partie de mes nuits. Ça me prend vraiment fortement. Et donc,
tout ça est parti, on a créé avec un ami, on a créé une fondation qui s'appelle Planète Sapiens. Planète Sapiens, finalement, a une ligne de conduite qui est de dire, nous cherchons à dévoiler ce qui nous relie, tout simplement. Et alors, Mm. comment faire? Comment poser son récit? Bah, la première chose, c'est que quand Valérie a souhaité exprimer ce qu'elle vient de vous dire, bah, il fallait quand même quelque part lui construire une piste d'atterrissage. C'est-à-dire, il fallait bien que son discours arrive quelque part. Et donc, c'est de là qu'est née l'histoire du ponton de la canopée. Donc, le ponton de la canopée, c'est un espace, c'est un lieu de dépôt de récits, comme Valérie vient de vous le faire. Et quand je disais que c'était facile mais pas simple, je dis que c'est facile parce qu'en fait, je pose toujours trois questions qui sont toujours les mêmes. Et la question, c'est parle-moi brièvement de ton expérience, mais surtout raconte ce que ça a changé chez toi et qu'est-ce que ça change dans ta vision du monde. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et ben là m'est venue l'intuition, l'idée, j'en sais rien, de faire ce que Valérie vous a montré, c'est-à-dire en fait un support papier, un carnet, c'est un carnet de voyage, son carnet de voyage en entre-deux. Et aujourd'hui, ben, je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent, enfin, qui sont présents là, finalement, ont déposé leur récit. Et tous ces récits sont des petits livrets, petits en ce sens qu'ils comprennent à peu près 60 pages. Alors, je vais vous partager simplement la page du site web et vous verrez, voilà, on y est. Donc là, bah, vous verrez en fait tous les livrets qui aujourd'hui sont publics. Et si on clique sur celui de Valérie, si tant est que voilà, vous aurez en fait une description du récit, j'ai donc les images. Et puis Valérie a eu un culot monstre parce que finalement, bah, elle a accepté de présenter des images d'elle avec cette cicatrice dont elle vous a parlé. Et effectivement, voilà, donc ces livrets représentent en fait ce type de choses, regroupent toutes ces expériences. Enfin, vous pouvez, je vous laisserai bien évidemment parcourir, c'est pas le but d'y consacrer trop de temps. Et donc ces livrets papier, en fait, bah, ils sont accessibles à chacun à partir du moment, bien sûr, où les personnes sont faites. Et donc ce sont des livrets, des carnets de voyage, des carnets de voyage dans l'entre-deux qui comprennent en fait des photos et des textes, tous les textes étant issus, bien évidemment, bah, du témoignage qui a été porté. Et la dernière, enfin, et l'autre, Et si je peux, Christian, si je peux vraiment ajouter une petite chose, franchement, de faire ce dépôt, euh, c'est, il y a comme, il y a comme quelque chose qui s'apaise, en fait. C'est comme si on livrait quelque chose. C'est pas thérapeutique, hein, c'est pas rien, mais c'est juste, ouais, c'est un moment que l'on prend pour soi. Et aussi le fait de recevoir le livret papier. En fait, il y a comme une deuxième sorte de lecture de ce qu'on peut déjà connaître de nous. Mais voilà, par un regard extérieur finalement, pour quelque chose. Et puis le papier, voilà, ça reste un livre papier reste pour moi toujours quelque chose de très important. Voilà, et c'est un vrai plaisir que de découvrir ça et parfois de le relire même encore deux, trois fois après et on le voit jamais de la même manière. Donc, voilà. ben, moi j'ai l'intime conviction que le support papier permet en fait à quelqu'un de continuer à exister même s'il n'est pas là. En fait, ça permet en fait de continuer à partager ce récit d'entre deux. Et donc, bah, je profite de votre présence. Si vous êtes intéressé, on lance une émission, une première la semaine prochaine, c'est le mardi 14 à 20 heures comme aujourd'hui, en fait, mais c'est mardi 14. On va faire une première. Je vais réunir 4 personnes qui ont déposé leur récit, dont je sais que 2 sont présentes là ce soir. Euh, et j'aurais demandé de lire bien évidemment le récit des autres et on va les faire parler entre eux de leur propre partage d'histoire. Donc ça, je vous enverrai le lien, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est bien sûr libre d'accès.
Et 4 personnes qui ont déposé leur récit viendront pendant une petite heure partager leur ressenti des autres récits à la manière, là encore en étant très, très présomptueux, à la manière d'une grande librairie de ces carnets de l'entre-deux. Alors, aujourd'hui, comment cela se passe-t-il en fait? Parce que finalement, c'est quoi ces récits? C'est quoi ces livrets, ces carnets qui se créent? En fait, ils se créent par ce qu'on appelle un acte de reconnaissance. Il y a une chose un peu surprenante, c'est que euh, un récit ne peut pas être demandé par soi-même, en vérité. C'est-à-dire que Valérie ne m'a pas demandé à faire un récit. Je lui ai offert ce cadeau, je lui ai proposé de le faire, comme je l'ai fait à quelques autres personnes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, un récit ne peut pas être déposé pour soi-même parce qu'en fait, il change de nature quand il est reconnu par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il quitte sa position de démarche personnelle pour devenir un geste vivant, réellement de transmission humaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la question va se déplacer. La question, c'est pas comment je peux raconter mon histoire, c'est qui autour de moi a peut-être une histoire qui mérite d'être reconnue. C'est-à-dire que c'est de voir quelqu'un dans son entourage à qui on a envie de dire ce que tu as vécu compte. Et là, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que dans la Fondation, on porte réellement ce geste, c'est que l'expérience cesse d'être solitaire, elle devient partageable et réellement source d'universel. Donc aujourd'hui, bah, Valérie, comme d'autres, ont choisi de quelque part d'offrir en fait ce partage de l'accueil du récit sur le ponton de la canopée, du livret papier et de la publication si bien sûr les personnes le souhaitent. Et ça se fait de façon tout à fait ouverte et tout à fait transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût financier. Simplement, chacun donne ce qu'il a envie de donner, qu'il estime juste. Donc, en fait, c'est un acte de liberté. Parce qu'en fait, ce que des personnes comme Valérie ou d'autres je pense en particulier à ceux qui sont là ce soir, ils ont avant tout commis un acte de liberté vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, ces histoires, elles sont là, mais elles créent vraiment, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon EMI, mais par rapport à toutes les expériences de moment intermédiaire, finalement un lien avec l'universel. Elles attendent simplement d'être reconnues, posées, par un acte qui permet de rendre visible vraiment ce qui nous relie. C'est-à-dire que par ce récit, en vérité, euh, ben on touche à un courant qui fait que tout ce qui nous unit est effectivement très fort et dépasse tous nos clivages. J'ai eu l'occasion de faire des interviews dans des pays étrangers, enfin dans des pays assez lointains. Euh, le fil conducteur est toujours le même. Et j'en suis simplement arrivé à cette conclusion que c'est un acte qui est facile, mais pas simple, pas forcément simple, ça je conviens. Et d'ailleurs, je dois vous dire que moi, il m'a fallu faire à peu près 25 interviews pour me décider de faire mon propre livret. Et donc, mon propre livret, effectivement, c'est un peu particulier parce que il explique un peu plus de choses. Mais donc, il sera disponible début mai. Et effectivement, vous le verrez, il est sur le site. Et en fait, c'est un conte initiatique. C'est l'histoire d'un oiseau qui cherche sa maison, dans lequel je me reconnais assez bien, bien évidemment. Et donc, je comprends que ce ne soit pas un geste qui soit toujours simple, mais en tout cas, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui est très apaisant, qui, à mon avis, est bien plus que thérapeutique, bien plus que spirituel et bien plus qu'une performance. C'est tout simplement un acte d'affirmation humaine. Voilà. Et je profite, Valérie, que tu sois là réellement pour te remercier d'avoir accepté, d'avoir fait cet acte pardon, d'affirmation humaine, parce que c'est vraiment ce que je côtoie aujourd'hui tous les jours à travers des interviews que je mène. Voilà, c'est ce que nous voulions vous partager aujourd'hui. J'espère que nous avons été assez clairs. En tout cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, rallumer vos micros et nous pouvons peut-être échanger autour de quelques questions si vous en êtes d'accord.
Est-ce que Et quelqu'un... puis, et puis j'ajouterais aussi que en fait, ce dépôt de récit, aujourd'hui, initialement, je le faisais plutôt pour moi ou pour mes proches. Et en fait, très vite, ça a été juste une évidence de pouvoir le partager, le mettre à disposition d'autres personnes. Enfin, voilà. Et je trouve que l'émission, enfin, voilà, les moments aussi où des personnes vont pouvoir parler entre elles de ces moments-là, que parfois, tu le dis, on le vit parfois assez souvent, de manière assez solitaire, ou en tout cas avec vraiment ses proches, mais pas forcément de manière un peu plus humaine et un peu plus large. Voilà, en tout cas, c'est une belle opportunité de pouvoir le faire. Mm. Voilà, auriez-vous des questions, effectivement, Vous pouvez rouvrir vos micros, prendre qui- la parole. Alors, je vois Alors, dans le chat, pardon, ouais, t'as vu dans le chat, il y a deux questions qui te concernent, Christian. où, Combien de temps cliniquement tu es resté mort physiquement? personne ne le sait, j'ai juste été dans le coma pendant 12 jours. À partir de là, il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, il est très difficile. Enfin, surtout à cette époque-là, je veux dire, les moyens de, de suivi neuro étaient tout à fait différents. Mais oui, ça a duré 12 jours, en fait. Ça a duré 12 jours. Maintenant, que s'est-il passé pendant ces 12 jours? Comment tout ce que je vous ai raconté a pris place? Je l'ignore totalement. Et, et, et on ne le saura jamais, et c'est très bien. Et c'est ça aussi qui est important dans ce genre d'expérience, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je rappelle, moi, je suis de formation ingénieur et pendant 40 ans, j'ai cherché à comprendre, à analyser les choses en créant des entreprises pour répondre à des besoins. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui est important, c'est de poser les choses et poser des actes qui sont profondément humains. Et l'autre question, quant à savoir les quatre personnes qui étaient là, ben je peux répondre parce que dans un précédent livre, j'avais répondu à ça, enfin, j'avais exprimé avec plus de détails ces informations. Il y avait deux personnes, enfin, il y avait mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui étaient effectivement décédés. Mais ce qui est très particulier dans enfin, dans l'expérience que j'ai vécue, c'est que les deux autres parents étaient mon père et ma mère. Euh, Mon père et ma mère étant vivants au moment des faits. Donc, on lit souvent dans ces expériences des personnes, des ancêtres, en fait, des personnes décédées. Et moi, j'avais en face de moi des personnes qui n'étaient pas décédées à l'époque des faits. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi je n'ai pas souhaité beaucoup en parler tant que mes parents étaient vivants. Mais ça, c'est un autre registre, on va dire. Et là, bonsoir Christian, Bonsoir. parce que c'était moi qui ai posé la question par rapport aux personnes. Et avec tous les interviews que vous avez fait, le recueil d'histoires que vous avez fait, le fait d'avoir été accueilli par des personnes vivantes, c'est quelque chose que vous avez recueilli dans d'autres témoignages ou bien c'est quelque chose qui vous est propre? Ah, mais de toute façon, il faut savoir que dans les témoignages que j'ai recueillis, dans la centaine de témoignages à ce jour, la part des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente ne représente que la part de ces gens dans la société, c'est-à-dire 5%. Ouais, Donc, je n'ai interviewé que, je crois, enfin de mémoire, entre 4 et 6 personnes qui avaient vraiment vécu des expériences de mort imminente. Donc, ça, je ne peux pas en tirer de conclusion, mais en tout cas, avec qui j'ai discuté, enfin, qui ont présenté leur témoignage, non, n'ont pas eu, ouais, enfin, avaient toujours des rapports avec des personnes qui étaient décédées au moment des faits. d'accord. Mais c'est très, enfin, j'ai presque envie de dire, bon, c'est un sujet particulier, bien évidemment, qui intéresse beaucoup. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce sont les 95% de cas qui ne sont pas dans ces cas d'expérience de mort imminente, qui sont des expériences de la vie de tous les jours, quoi. Mhm. Et si je reprends l'image, quand je vous ai parlé de l'EMI tout à l'heure, je vous disais que c'était une porte, enfin un double battant qui s'était ouverte. Je crois que tous nos expériences de bascule, ce sont tout simplement des moments où les portes s'entrouvent simplement. L'expérience de mort imminente est un moment particulier où les portes s'ouvrent totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, quand elles se reclaquent, les personnes qui subissent
le retour de la porte, ça peut être très douloureux pour elle, lui, psychologiquement parlant. Mhm. Donc, ce qui est intéressant, c'est de laisser les portes battre entre elles et de laisser passer quelque chose sans que ça ne soit violent, mais que ça permet quand même de discerner quelque chose qui nous ramène à ce que nous sommes profondément. Et c'est ce qui nous unit, en vérité. C'est ça qui nous unit. Et comme dans une forêt, en vérité, ce qui relie, c'est, vous savez, c'est ces champignons souterrains, ce qu'on appelle le mycélium, qui relie les racines des arbres entre elles. En fait, ce qui nous relie entre humains, c'est pas autre chose. Et aujourd'hui, dans tous ces témoignages, quand j'ai à côté de moi sur mon bureau là, toute une série de carnets, hein, ils ne me quittent plus, euh, je sais que ce sont à chaque fois des connexions entre les arbres d'une forêt humaine. Et ça, ce n'est pas quelque chose de perché ou d'intellectuel. C'est tout simplement ce qui fait qu'on tient debout, en vérité. C'est pas autre chose. Et dans les moments qui courent, enfin par les temps qui courent, je pense que c'est pas complètement anodin. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, Pierre. Question, juste si les personnes, bah, comme tu as dit tout à l'heure, si effectivement elles perçoivent dans leur entourage quelqu'un à qui elles pensent, à qui elles aimeraient peut-être faire ce cadeau de déposer ce récit. Très concrètement, comment elles font? Elles t'appellent, elles m'appellent, enfin, comment ça se Ah, passe? très concrètement, si ce sont des personnes qui te connaissent, elles prennent contact avec toi. Si ce sont des personnes qui me connaissent davantage, elles le feront directement avec moi. Mais sinon, sur le site, bien évidemment, il y a un formulaire de contact. Et ça, évidemment, est fait de façon tout à fait anonyme. Et je dois dire d'ailleurs que, voilà, je vais conclure là-dessus parce que je vois il est 21 heures. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir, enfin, et là je le dis à tous ceux qui sont présents, c'est que bah, Valérie était quelqu'un qui a déposé son récit et bah, très prochainement, elle va faire les interviews elle-même, en fait. Elle-même va mener des interviews. Donc, quelque part, si vous voulez un jour déposer votre récit, enfin, vous voulez déposer le récit de quelqu'un, que, ça peut être Valérie qui fera l'interview, ça peut, voilà, et donc euh, les interviewés deviennent des intervieweurs, et moi je trouve ça absolument merveilleux. Donc c'est très simple, me contacter ou passer par le site. De toute façon, pour les personnes qui se sont inscrites, j'ai leur adresse, votre adresse email, donc je me permettrai de vous envoyer deux informations. Ce sont les informations sur le site pour retrouver tout ce que je vous ai dit. Et puis, bah, je vous ferai passer aussi l'invitation pour éventuellement l'échange de la semaine prochaine, si vous voulez y assister, si vous êtes disponible mardi. Mais comme ce soir, ce sera enregistré, donc ce sera accessible pour d'autres. Oui, effectivement. Bah, après avoir déposé un récit, je poursuis l'aventure, effectivement, et je vais me mettre à réaliser des interviews. Effectivement, je trouve que voilà, cette démarche, elle est très porteuse et je poursuis. Merci, merci infiniment Valérie. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Il est 21h02. Nous vous libérons. C'est Est-ce qu'il y important. a encore une question Si ou vous quelque avez des chose? questions, vous Encore une n'hésitez dernière pas. Mais personne ou- évidemment, si certains d'entre vous veulent retourner à leurs occupations déjà très tardives, n'hésitez pas. Si d'aucuns veulent échanger, bah, écoutez, faites-le sans aucun problème. Merci à vous en tout cas. Et ben, nous vous disons à très 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 bientôt et Merci nous beaucoup. tiendrons informés de la suite. À très Au bientôt. revoir. Au revoir à tous. Merci Au revoir, bien. Au merci revoir à beaucoup, c'était magnifique, tous. bravo, merci. Merci. Au revoir Olivier. Au Merci. revoir, merci. Ciao Christian. Ciao, Olivier. Et bonne soirée. Allez.